Alors, pour continuer à approfondir sur effectivement on a eu un appel d'un dirigeant à d'autres dirigeants et continue à donner la parole à des dirigeants d'entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Patrice, Emmanuel et Arnaud. Alors, je vais vous présenter. euh, Tout le monde ne vous connaît pas encore, même si vous êtes voilà, même s'il y a quelques infos sur vous, pour qu'on puisse ensuite directement rentrer dans le vif des débats. Donc Emmanuel, merci d'être là. Emmanuel, donc vous êtes secrétaire général de la division des eaux et de l'Afrique de Danone. Vous êtes chez Danone depuis 7 ans et vous avez été très impliqué aussi sur les discussions de la loi Pacte et dans le développement de la certification Bicorp de Danone. Et on pourra en parler un peu ensemble. Vous êtes membre de la communauté des entreprises à mission et on a le plaisir de partager ensemble un siège d'administratrice. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Danone, je ne sais pas s'il y en a dans la salle ou en visio, mais bon, on ne sait jamais. Donc Danone est une entreprise parmi les leaders de l'alimentation qui se développe des catégories tournées vers la santé et en forte croissance autour de 3 métiers, produits laitiers, les eaux et la nutrition spécialisée. Danone a une vision autour de One Planet, One Health qui affirme que la santé des personnes et de la planète sont intimement liées. Danone est donc la première, vous le savez sûrement, société cotée à avoir adopté le statut d'entreprise à mission en France. Et avec plus de 100 000 salariés et des produits vendus dans 120 pays, Danone réalise un chiffre de 23 milliards d'euros en 2020. Voilà pour Emmanuel. On a aussi le plaisir d'avoir Patrice avec nous. Merci Patrice Carayon d'être avec nous aujourd'hui. Donc Patrice, vous êtes le président de Chiesi France et des laboratoires NHCO Nutrition. Depuis 2020, vous présidez également l'association TULIP, association d'urgence et de solidarité internationale des entreprises de la santé. Alors 2 mots sur Chiesi. Chiesi, c'est un groupe pharmaceutique italien familial au rayonnement international qui est présent en France depuis 20 ans sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la recherche et développement, production, distribution et mise à disposition auprès des professionnels de santé et de leurs patients. En France, Chiesi est le premier laboratoire pharmaceutique et le seul à date, c'est encore le seul à date, à être société à mission. Et la mission du laboratoire, c'est de prendre soin des patients et de la planète, aujourd'hui et pour demain. Merci Patrice. Et enfin, on a autour de cette table ronde Arnaud Gangloff, qui est consultant en stratégie depuis toujours. Arnaud a participé à la création de Kea Partners en 2001 avant d'en prendre la présidence en 2012. Et depuis près de 20 ans, Arnaud, vous portez et vous orientez les travaux de R&D du cabinet. Un cabinet qui est un acteur de référence dans le monde du conseil de direction générale, pionnier en matière de transformation des entreprises. C'est aussi le premier cabinet en stratégie à avoir adopté le statut d'entreprise à mission en mars 2020. Vous remarquerez qu'on a beaucoup de premiers de la classe aujourd'hui, quand même. Premier laboratoire pharmaceutique, premier cabinet de conseil, première entreprise cotée. Voilà, on peut les féliciter. Avec une raison d'être autour d'entreprendre les transformations pour une économie souhaitable. Merci à vous trois. Alors, une première question, et on va commencer par Emmanuel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les raisons qui vous ont poussé à devenir société à mission avant qu'on parle de pourquoi la portée européenne vous paraît-elle indispensable? Ok. Moi, je pense qu'il y a principalement 4 raisons en fait, qui nous ont poussés à devenir société à mission. La première, c'est une forme de continuité. On a Antoine Riboud, en 1972, qui avait créé le double projet économique et social, puis son fils, qui a créé notre raison d'être, qui est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Et enfin, Emmanuel Faber, qui s'est lancé dans la voie de la certification Bicorp et qui a créé ce cadre d'action qu'on appelle One Planet, One Health, qui recouvre les enjeux de mission, en fait, qui ont été repris dans le cadre de la société à mission. Donc, on a vraiment une raison d'être et des objectifs qui ont été pérennisés par l'adoption du statut de société à mission. C'est aussi, en fait, l'idée d'un destin commun. On est une multinationale, on a 120 pays, comme vous le mentionniez, et on a des cultures différentes. Et c'était important de souder les salariés autour d'une stratégie commune. La troisième raison, je pense que c'est une volonté aussi d'accélération, puisque dans le cadre de la crise Covid, on s'est rendu compte, en fait, au travers de multiples études, que les consommateurs, en fait, attendaient des entreprises qu'elles aient un impact social et environnemental positif. Et aujourd'hui, le climat est un sujet aussi important pour les consommateurs que la Covid. Donc en fait, on a cherché aussi à prendre ce mouvement-là et à l'accélérer. Et c'est aussi important pour nos salariés qui aujourd'hui cherchent du sens quand ils choisissent un job. Et la dernière raison, qui pour moi est aussi fondamentale, c'est une idée en fait de transformation et d'innovation. En fait, quand on a adopté notre raison d'être en 2005, on a décidé de se concentrer sur les 3 catégories que vous mentionniez tout à l'heure. On est sorti des biscuits, on est sorti de la bière.
On a aussi fait évoluer notre portefeuille de produits et de services. On a aussi travaillé avec les salariés pour qu'eux aussi se transforment. Donc, on a un programme qu'on appelle One Person, One Voice, One Share, et qui permet vraiment à chaque salarié de co-construire avec nous la stratégie et de nous aider à progresser sur nos objectifs sociaux et environnementaux. Chaque salarié maintenant chez Danone a une action et a la possibilité en fait de voter sur les résolutions qui sont proposées à l'Assemblée générale. Donc ça, c'est un élément aussi important et de transformation. Et c'est aussi une transformation avec nos partenaires. On parlait de l'agriculture. On essaie aussi de trouver des solutions pour changer les pratiques agricoles, pour changer nos modes de production, nos modes de distribution. Donc tout ça aussi participe à des alliances que l'on crée comme Business for Inclusive Growth pour aller un peu plus loin. Donc tout ça, finalement, pour moi, la société à mission, c'est une forme de voyage, hein, c'est pas une destination. Et nous, on est dans ce voyage et on essaye de progresser. Mais fondamentalement, je pense qu'avoir un impact social et environnemental aujourd'hui pour une société quelle qu'elle soit, c'est absolument nécessaire. C'est plus une option. Donc voilà, une continuité et une accélération. Je crois, Patrice, que la continuité, en tout cas dans votre histoire familiale, il y a eu aussi cet élément-là dans le fait de devenir société à mission pour le groupe Chiesi. Alors c'est l'histoire familiale de la famille Chiesi que je représente en France, mais n'étant pas de la famille Chiesi, je vais en parler tout à fait, bien sûr, librement. En fait, Chiesi a été fondé dans les années 30. On est à la 3e génération. Bon, c'est un groupe qui appartient toujours à 100% à la famille Chiesi, même si aujourd'hui on fait plus de 2 milliards, on est plus de 6 000 dans le monde. N'empêche qu'à un moment, la 3e génération des Chiesi se dit l'entreprise va bien, c'est quoi le sens? C'est quoi le sens? Qu'est-ce que je peux apporter de plus à la communauté, à la planète? Et à partir de là, nous, l'histoire de Chiesi, c'est que l'ensemble des filiales est passé à travers le filtre Bicorp. Donc nous, on a fait ce chemin-là d'abord. Donc en fait, ça a été une manière de comprendre au niveau de chacun des general managers qu'est-ce qui étaient les attentes. Alors, ça montrait aussi qu'à travers Bicorp, vous connaissez certains d'entre vous bien l'audit Bicorp, on est très au-delà de l'engagement purement écologique. On est aussi sur la gouvernance de l'entreprise, sur un certain nombre d'engagements sociaux. Et à partir du moment où on est passé Bicorp, la première année, il n'y a pas eu suffisamment de filiales pour que le groupe devienne Bicorp. 2 ans après, le groupe est devenu Bicorp. Et à partir de là, je dirais, il y a eu vraiment ce wake-up call de la part pour nous tous, general manager, et chacun, on s'est inscrit dans le process le plus sophistiqué qu'il pouvait y avoir dans nos pays. Dans notre pays, la France, on a la chance d'avoir un process, on en a déjà beaucoup parlé, mais on reviendra là-dessus, qui est celui de devenir société à mission. Donc on a fait tout à fait naturellement ce mouvement pour, je dirais, prendre un engagement qui soit pérenne et qui soit également sur une durée qui puisse être la durée de la prochaine génération des Chiesi. Super. Donc effectivement, peut-être pour ceux qui se posent la question, une démarche Bicorp et une démarche de devenir société à mission complémentaire, hein, une démarche internationale plus normative chez Bicorp, et là, une démarche de singularité pour Chiesi en France, puisque effectivement, c'est encore un statut qui reste français. Arnaud, du côté de Kea, peut-être en 2 mots, les raisons qui t'ont poussé à emmener l'entreprise vers la société à mission. Extrêmement stratégique puisque ça relève de l'envie. Voilà, un cabinet de conseil. De l'amour, voilà. ce sera le thème de la journée. Un cabinet de conseil, c'est un partnership, c'est une forme d'organisation un petit peu particulière dans lequel, on le citait tout à l'heure, les questions de cohésion sont importantes. Et c'était simplement l'envie des associés de se regrouper derrière un sens et de donner un cap, un cadre, un véhicule à un certain nombre de points d'ADN du cabinet. C'est un cabinet qui est né des communs et du souci de développer ces communs. D'abord dans la vision qu'on a de la transformation avec une prise en compte du facteur des éléments humains, des femmes et des hommes d'entreprise sur un pied d'égalité avec tout autre facteur stratégique. C'est un modèle de transmission, une vision de l'entrepreneuriat et du capital qui est nourrie par une logique de transmission aux générations futures. J'incarne d'ailleurs la 2e. Je suis en train de préparer la 3e. C'est l'impulsion de la création d'un cabinet, d'un entrepreneur sociétal et d'un cabinet de conseil non-profit qui est au cœur du projet de Kea. Et puis c'est enfin dans les filières que l'on connaît bien, l'alimentaire, on en parlait tout à l'heure, la construction ou encore le textile,
le souci d'intégrer depuis une grosse dizaine d'années, même si on a eu pendant un petit peu de temps un succès d'estime, des facteurs environnementaux. Donc je dirais que ça a donné du sens et un cadre, et donc un objet de cohésion. Et je terminerai finalement pourquoi la société à mission de ce point de vue-là. Un petit peu sur ce qui a été évoqué précédemment, c'est à la fois l'impulsion, le côté identitaire de la raison d'être et de la mission. Et puis une fois que cette mission est là, il faut s'obliger, parce que sinon on peut passer à autre chose. Et donc c'est pour une petite PME, hein, nous on est 200, donc c'est de rentrer dans un cadre de gouvernance qui oblige, qui a ses formes d'exigence, et je pense que c'est plutôt vertueux pour s'assurer qu'après avoir dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Voilà. Super. Alors maintenant qu'on a compris pourquoi vous y êtes allé, ma question c'est pourquoi est-ce que le fait d'avoir des guidelines communes au niveau européen vous paraît aujourd'hui comme critique? Et je voudrais commencer par vous, Patrice, puisque donc c'est un groupe Chiesi, on l'entend à sonorité donc italien, et donc il y a aussi, on l'a parlé, la Società Benefit en Italie. Alors comment aujourd'hui vous trouvez qu'il y a déjà une convergence? Est-ce qu'il manque des choses? Enfin, voilà, quel est votre point de vue sur la question? En tant que, de par ce regard franco-italien, je voulais juste souligner le fait que vendredi, il y a eu le traité du Quirinal qui a été signé et il y a un volet plein et entier sur le développement durable. Donc ça, c'est juste une parenthèse par rapport aux échanges que tu vas avoir, Emery, que vous allez avoir avec nos amis italiens. C'est intéressant de savoir que dans ce traité européen France-Italie du Quirinal, il y a cet angle-là. Mais en fait, c'est assez évident qu'il faut avoir à un moment un langage commun et que nous, 85% de notre chiffre d'affaires est en Europe. Toutes les grosses filiales du groupe Chiesi sont en Europe. Il est clair qu'au moins sur les deux premiers piliers de la société à mission, les deux premiers, on va dire, les deux premiers étages de la fusée, pour prendre une expression un peu triviale et usée, mais c'est-à-dire la définition de la raison d'être et les engagements, qu'au moins sur ce socle-là, on arrive à avoir une vision européenne, nous permettrait évidemment d'avoir une meilleure compréhension des uns et des autres, alors qu'aujourd'hui, finalement, on a un même mot qui est qui est traduit, mais qui ne recoupe pas les mêmes engagements. D'accord. Les autres étages, hein, pour ceux qui sont moins familiers du sujet, c'est donc le sujet de la gouvernance avec le comité de mission et puis le suivi, le contrôle par l'OTI. Emmanuel, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, je crois que c'était avec Kevin, avec le sujet de lisibilité, d'engagement. Est-ce que pour vous, ça, c'est une raison qui donnerait de la portée à notre message européen de l'entreprise à mission? Absolument. Je pense que pour nous, la lisibilité est fondamentale parce que ça permet d'expliquer en fait ce qu'on fait, et ça permet de mieux appréhender les choses. Et c'est important, tant en interne, quand on est devenu société à mission, c'est vrai que nous, pour un Allemand ou un Indonésien, savoir ce que c'est qu'une société à mission, en fait, c'était un animal franco-français d'application en France, et ça leur parlait pas beaucoup. Donc, il a fallu redescendre sur les principes, aller dans le détail pour expliquer quelles étaient les fins d'une société à mission, de manière à ce que ça puisse être bien compris et bien obtenir leur adhésion. Je pense que c'est aussi important en externe, parce que quand on devient société à mission, on ne le devient pas seul. C'est important de le faire avec les autres, et donc c'est très important d'embarquer les parties prenantes. Et pour ça, c'est la même chose, il faut aussi pouvoir expliquer. Donc évidemment, si on a un langage commun, c'est beaucoup plus simple. Et si je peux me faire peut-être un parallèle avec l'expérience qu'on a eue avec Bicorp, donc on a commencé cette aventure en 2015, et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des directeurs généraux pionniers qui ont montré le chemin, qui ont montré l'exemple, hein, et qui ont réussi à convaincre les autres directeurs généraux dans le groupe, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a 50% de notre chiffre d'affaires qui est effectué par des entités qui sont certifiées Bicorp. Mais outre cela, je pense que le fait que Bicorp soit explicable partout dans les pays de la même manière est un élément important. Quand on peut expliquer qu'une société qui est Bicorp, c'est une entreprise qui répond à des normes sociales et environnementales plus élevées, qu'elle s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue, puisqu'il y a une recertification tous les 2 ans, tout ça, en fait, permet d'expliquer au mieux les choses. Et c'est pour ça que moi, je vois une vraie complémentarité entre la société à mission et la certification Bicorp, parce que dans les 2 cas, on a des entreprises, en fait, qui utilisent leur business comme une force pour le bien.
Dans les deux cas, on a des entreprises qui veulent faire de la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes et pas uniquement pour leurs actionnaires. Et finalement, la certification B Corp, ça nous donne un outil de mesure et de gestion qui nous aide à progresser dans la route d'amélioration de nos objectifs. Donc, je pense que c'est très utile. Donc aujourd'hui, effectivement, pour un groupe international, c'est quelque chose qui manque au modèle, ou en tout cas aux 4 piliers de la société à mission, d'avoir cette étendue et cette portée plus large, au moins au niveau des frontières européennes. Arnaud, je ne l'ai pas dit dans ta bio, mais effectivement, tu as un tropisme assez fort sur la mode et le textile parmi toutes tes casquettes. Et est-ce que tu pourrais nous dire comment ça s'illustre dans ces filières-là, et comment, au niveau européen, ça pourrait s'illustrer le fait d'avoir un modèle européen de la société à mission? Je souscris à ce que Emmanuel vient de dire sur la complémentarité avec quelque chose qui fixe un langage commun, et B Corp a cette vertu-là. On revient que sur la mode et le textile, la mode en Europe, c'est des pays importants. Alors, on en parle beaucoup en France, mais c'est quelque chose de très important pour nos amis italiens. Les fibres avec l'Angleterre et l'Écosse en particulier, donc l'Espagne sur la maroquinerie. Donc on voit bien que c'est des filières qui à un moment donné vont s'organiser ensemble. Autour du Fashion Pact par exemple, dont il faut se rappeler que ça émane de l'ancienne présidence française en Europe, donc ce que citait Thierry Bandinière tout à l'heure, a peut-être un petit peu d'intérêt d'en parler maintenant. On voit que ces acteurs ressentent le besoin à un moment donné de fixer un cap commun. C'est éminemment concurrentiel et néanmoins ils se retrouvent sur des enjeux de sécurisation des filières amont, et en particulier dans le fait de garantir des conditions non seulement environnementales, mais des considérations sociétales et sociales acceptables. Quand on parle de cuir, par exemple, ou qu'on parle de soie, de coton ou de laine, par exemple. Donc il y a toutes ces considérations qui sont à prendre en compte. C'est des questions de traçabilité, de sécurisation des flux. Et ils se sont finalement, ils ont ressenti le besoin de se regrouper en tant que filière autour de ces questions-là. Et je trouve que l'énorme atout de la société à mission par rapport à ces regroupements de filières, c'est la capacité à être transsectorielle, c'est-à-dire à fixer des éléments de langage commun qui transcendent chacune des filières et qui permettent de regarder la problématique de manière plus systémique et de manière plus transversale. Ça, c'est, je pense, un énorme atout de la société à mission, à la fois parce que, d'un point de vue holomorphique qui m'est cher, c'est très identitaire de chaque entreprise. Finalement, tout le monde peut projeter un tout, et ce, quelle que soit la filière à laquelle on appartient. Je pense que c'est une énorme vertu de la société à mission sur laquelle il faut pouvoir capitaliser. Donc c'est effectivement à la fois très identitaire et très transverse. Voilà. C'est une force. Super. Et peut-être qu'on peut du coup, parce que moi je vous ai posé la question dans notre préparation, on voit bien que l'échelle française est trop petite, donc on dit l'Europe, mais finalement pourquoi l'Europe? Et alors, est-ce qu'on a une réponse absolue à ça? Je ne suis pas sûre aujourd'hui. On est à la fois dans un exercice de projection et en même temps de conviction. Mais quand même, Patrice, dans le secteur de la santé, il y a une pertinence à cette échelle européenne. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. On a parlé évidemment de la souveraineté sanitaire et on a parlé beaucoup de la souveraineté sanitaire européenne, beaucoup plus que française. Il est évident que, pour donner un exemple très concret qui est celui de Chiesi, si on décide, et nous décidons de transformer notre mode de production pour produire des sprays, vous avez des sprays qui sont utilisés pour certains médicaments, qui ont une émanation carbone qui soit nulle. Pour avoir une émanation carbone nulle, c'est évidemment une transformation industrielle qui ne va pas se faire sur un seul pays, mais qui va se faire sur plusieurs pays, avec en plus des validations qui vont être européennes, puisqu'on va être sur des autorisations et des mises sur le marché de ces nouveaux process de fabrication qui sont européens. Donc finalement, assez naturellement, on a aussi une réglementation qui est européenne. Et pour moi, l'Europe, c'est ni trop grand ni trop petit. On est dans une bonne échelle. Et j'aime bien ce qu'a dit Monsieur Sénard tout à l'heure, c'est que finalement les racines du capitalisme, elles viennent d'Europe, 19e siècle, le Royaume-Uni. On voit que finalement l'engagement qu'on pourrait prendre, c'est assez logiquement que l'Europe apporte une solution sur un capitalisme plus responsable, plus durable. Ça serait un juste retour des choses, me semble-t-il. Et peut-être, Arnaud, je ne sais pas si tu veux compléter ce point, mais effectivement, on sent qu'il y a des racines. Il y avait aussi peut-être un momentum avec la présidence. Est-ce que, voilà, pour toi, l'échelle européenne, c'est la bonne échelle? Oui, je suis moins spécialiste que d'autres du sujet. On voit bien quand même qu'il y a des jeux de plaques qui s'organisent. Et je crois que ça a été dit précédemment, c'est une belle opportunité de créer un ciment
et de créer du sens sur une des plaques qui a vocation à exister et qui a de quoi défendre une singularité, d'abord originelle sur le plan du capitalisme, une certaine vision du capitalisme responsable. Je peux paraphraser effectivement ce qu'a dit Jean-Dominique Sénard tout à l'heure, en particulier sur cette alliance de l'économique et du social, le double contrat cher à la maison Danone par exemple. Donc je pense que là, je pense que oui, c'est de toute façon d'un point de vue macro, à mon avis, extrêmement important qu'on le regarde à l'échelle européenne. Puis il y a quand même des belles initiatives, l'initiative prise par nos amis italiens est là, je vois que ça progresse en Allemagne, on a fait un gros pas en France, donc je veux dire, c'est pas idiot de démarrer avec 3 pays comme ça quand on veut s'occuper de l'Europe. Donc moi je pense qu'il faut pousser fort, encore une fois, parce que c'est pas la vision, ça va être un petit peu long de le détailler, mais c'est pas tout à fait la vision qu'on peut avoir de cette cohérence économique, environnementale, sociale et sociétale quand on est société à mission, versus une vision un petit peu différente dans le monde anglo-saxon, en particulier dans son rapport à la philanthropie. Et c'est pas non plus tout à fait la vision que le monde asiatique peut avoir, encore une fois, sans jugement de valeur à chaque fois. Mais ces 3 visions de l'économie et de la société qui diffèrent. Donc moi, je pense que l'Europe a une vraie place à jouer en tant que plaque, en tant que place. De ce point de vue-là, il y a plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous différencient de ce point de vue-là. Et alors, est-ce qu'il faut pousser, et peut-être je me tourne vers Emmanuel, parce que Emmanuel, je ne l'ai pas dit non plus, je n'ai pas tout dévoilé sur les intervenants, mais un passé d'avocate. Est-ce qu'il faut pousser aujourd'hui pour un statut commun à l'Europe, pour des guidelines? Est-ce que c'est les piliers de la société à mission? Qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi le bon curseur? Où est-ce qu'il faut placer le curseur si on se place à l'échelle européenne? Moi, je crois que je suis assez d'accord sur le fait que l'Europe a sans aucun doute un intérêt à tracer sa propre voie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation, et Kevin l'a décrite un petit peu plus tôt cet après-midi, mais si je veux schématiser à outrance, on a d'un côté la voie italienne avec la Società Benefit, qui, elle, s'est inspirée des Public Benefit Corporations américaines. C'est vrai que le droit américain est un peu spécifique dans le sens où il y a les fiduciary duty des administrateurs qui font que normalement l'administrateur prend ses décisions dans l'intérêt exclusif de ses actionnaires. Donc il était nécessaire de créer ce statut spécifique pour prendre en compte l'intérêt des autres parties prenantes. La France n'a pas choisi cette voie parce qu'on avait déjà, nous, à l'époque, un intérêt social qui prenait en compte, en fait, déjà les intérêts des parties prenantes. Donc, finalement, ce qu'on a aussi voulu chercher, nous, c'est vraiment plutôt de codifier, mettre dans le code civil, en fait, les principes de la société à mission. Quand on regarde dans les autres pays en Europe, on voit qu'aujourd'hui, l'intérêt des parties prenantes est protégé dans beaucoup de réglementations. Si on regarde aux Pays-Bas, l'intérêt des parties prenantes est pris en compte dans les systèmes de gouvernance d'entreprise néerlandais. Ils n'ont pas de système spécifique comme on l'a en France. Et on voit en Hollande, par exemple, beaucoup d'entreprises qui, du coup, pour aller plus vers les parties prenantes, adoptent la certification B Corp, qui leur permet d'aller dans cette démarche-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une espèce de patchwork européen mais sur le fond, je pense que la plupart des systèmes européens, maintenant, n'embrassent plus les thèses de Milton Friedman sur la primauté de l'actionnaire. Et on est venu vers des systèmes qui sont... Donc on a quand même une espèce de communalité, je dirais, en Europe sur certains principes. On a vu la Commission européenne, encore cette année, en début d'année, envoyer un questionnaire sur la gouvernance d'entreprise durable. Et on voit, avec les réponses qui ont été obtenues, que la gouvernance d'entreprise durable est quelque chose de fondamental pour les personnes qui ont été interrogées et qui considèrent aussi que les risques, l'impact et les opportunités de la durabilité sont des éléments qui doivent être pris dans la stratégie des entreprises. Donc, tout ça me fait dire que oui, idéalement, un statut européen serait une voie. Ça me semble très ambitieux, vu le patchwork dont on parle. En même temps, je me dis, créer des guidelines européennes qui pourraient se reposer sur les piliers de la société à mission, les 4 piliers, donc la mission, les objectifs sociaux et environnementaux, une gouvernance renforcée et des systèmes de contrôle, pourrait permettre d'avoir un socle commun qui nous permettrait en Europe de mieux comprendre. Voilà. Après, je pense que le chemin est encore un peu long, mais je pense qu'en revanche, il est vraiment nécessaire. Merci. Tu veux ajouter quelque chose, Arnaud?
Non, je souscris à l'idée des guidelines. Je pense que le statut, il faut être pragmatique, ça va nous prendre pas mal d'années. Moi, je souscris à l'idée des guidelines. En plus, je trouve que l'idée même de guidelines, c'est l'esprit même de la loi telle qu'elle a été faite. C'est-à-dire finalement pas mal de latitude dans la définition de l'ambition et beaucoup d'exigences dans les conditions d'exécution. Et je trouve que les 4 guidelines qui viennent d'être rappelés, pour moi, si on arrivait à créer du langage commun, chacun l'adaptant à son propre contexte, on ferait déjà un énorme pas. Très bien, de la latitude et de l'exigence. Merci beaucoup à vous 3. Je pense qu'on peut les applaudir parce qu'ils nous ont... Et on va vous garder quelques minutes pour une séance de questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ne peux pas dire les plusieurs sont toujours les premières parce qu'il y a déjà eu des questions. Donc, Là-haut, dans la tribune, vous avez le droit à un micro aussi si vous avez des questions. Errol Cohen, je vous ai écouté et en fait, je me demande s'il n'y aurait pas une deuxième voie en fait pour la société à mission européenne. C'est en fait de forcer la communauté européenne en faisant que, par exemple, une de vos filiales à l'étranger, dise moi je veux prendre le statut français et qu'elle force à ce moment-là, qu'elle se trouve face au greffe, par exemple. Je pense que de toute façon, pourquoi? Parce que si on prend même la loi Pacte, et je ne sais pas si on se souvient de ça, mais Thierry Blandinière peut nous le rappeler parce que lui, en juin 2018, il s'est annoncé dans un magazine avant même le projet de loi Pacte, et ça a certainement aussi dû donner aux députés cette idée que ça pouvait exister, la société à mission, à ce moment-là. Et je pense que, est-ce qu'on n'aurait pas tous intérêt, nous, justement, à voir quelle filiale d'une société européenne on pourrait pousser comme ça, parce que pour avoir eu la communauté européenne au téléphone, c'est un fait, ils voient plutôt le principe de précaution, ils sont pas dans cette idée-là, ils n'étaient pas dans cette idée-là. Est-ce que ce serait pas aussi, nous, de les forcer un peu, de leur montrer que ça existe aussi, de leur montrer que ça se matérialise, et peut-être prendre une voie comme celle-là. Moi, en tout cas, je suis prêt à la porter, cette voie, parce que je pense qu'il y aura un intérêt à les mettre face à tout ceci et leur dire surtout que cette société à mission européenne, ce ne sera pas la société européenne qui existe aujourd'hui, qui a été détournée de sa vocation très rapidement, parce qu'elle ne sert pas à ce qu'elle est faite, parce qu'elle a été mal faite, à mon avis. Mais le deuxième parallèle, ce parallèle-là, il pourrait servir à pousser notre cause, c'est-à-dire la pousser définitivement. C'est-à-dire que la communauté dise, bah, effectivement, maintenant il y a un mouvement, on y va, quoi. On fait quelque chose, quoi. Est-ce que je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que c'est une question? Je ne sais pas. Ah bah ou est-ce que c'est un appel à choisir une filiale qui va devenir de façon... C'est une idée, mais je crois qu'il y a eu, par exemple, il y a Danone ici, elle pourrait faire ça, par exemple. Ouais. Je peux dire un mot. Donc, quand on devient société à mission, donc nous on est une société, enfin la société holding de Danone est une société française. Quand on devient société à mission, c'est pas juste la holding qui devient société à mission. En fait, c'est l'intégralité du groupe, en fait, hein, y compris ses filiales. Donc, d'un certain côté, pour nous aujourd'hui, on a fait le chemin en prenant la tête de groupe, et donc les filiales n'ont pas besoin, entre guillemets, elles sont déjà d'une certaine manière indirectement société à mission. Maintenant, la difficulté de prendre une société étrangère et de lui faire adopter un statut français, c'est que la loi va être difficile à appliquer, puisqu'on va avoir du mal à adopter la loi française à une société d'une autre nationalité. Et en même temps, je pense qu'on a vu l'Europe bouger sur des sujets. Donc je pense que c'est plus, je dirais, en partageant nos convictions et en nous assurant que dans tous les pays européens, effectivement, et je pense que l'initiative d'aller en Italie et de rencontrer les Italiens, de voir l'appétit qu'il y a des sociétés italiennes aussi, d'adopter des statuts comme ça, moi je crois plus... je dirais, dans ce pouvoir-là, des sociétés italiennes, de faire monter ces sujets-là avec nous, plutôt que de prendre des méthodes plus, disons, entre guillemets, coercitives. Est-ce que l'un de vous, peut-être Patrice? Moi, je pense que, bon, en tant que filiale, évidemment, le fait d'être devenu société à mission, ça a généré beaucoup de questions de la part des autres filiales, de la part de la maison mère également. Et là, on est exactement dans le process où finalement... Bon, on évangélise et on en discute aussi beaucoup en interne Chiesi en regardant quelles sont les possibilités de s'inscrire dans des mécanismes similaires. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne, bon, sans obligation, mais avec une volonté d'avancer. Et que chacun, par exemple, des general managers, regarde ce qu'il peut faire. C'est sûr que s'il y avait une guideline européenne, je pense que ça permettrait de pouvoir donner je dirais, de l'énergie de manière plus importante. Ouais.
Merci. Non, moi, je suis un grand idéaliste, qualifié d'utopiste qui réussit. Moi, je crois pas mal, et quand on voit les chiffres, au côté incitatif. Nous, on est allé dans cette loi parce qu'elle n'était pas contraignante. Donc moi, je crois au côté incitatif. Alors, je sais qu'au niveau de la communauté, on se challenge de temps en temps sur est-ce que ça pourrait aller plus vite, est-ce qu'on pourrait en avoir plus, est-ce qu'on pourrait avoir plus de gros, de moyens, un peu plus d'industrie, un peu plus de services. On peut toujours faire mieux, mais je trouve que la dimension incitative est clé. Donc c'est sûr qu'il faut beaucoup d'Emery Jacquia et d'autres du même type dans les autres pays, mais je pense quand même que cette idée d'incitation me semble être au cœur du texte de loi, et je trouve que la dynamique en place et l'accélération en particulier laissent à penser que c'est peut-être pas une mauvaise idée. Merci pour ce message enthousiasmant, Arnaud. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. Ah, une question. Ah non, une remarque de Thierry. Remarque, toujours pour faire du lobbying et pousser un petit peu les lignes. La finance, c'est l'enjeu. Vous savez bien. Je fais ma transition pour la table ronde d'après. Donc c'est pour faire la transition. Mais peut-être que les financiers qui vont s'exprimer après pourraient commencer à réfléchir à donner des avantages concurrentiels aux entreprises à mission au niveau européen. Je ne parle pas que ceux qui sont en equity, je parle aussi aux banquiers. Et ça, c'est un levier qui peut faire transformer les entreprises et que l'Europe, demain, pourrait intégrer. Donc voilà, c'était juste pour passer ce message. Une incitation non idéaliste, mais très pragmatique. Oui, tu veux compléter? Non, je veux juste illustrer ce point-là, parce que j'ai un financier au capital de Kea. J'ai depuis peu un financier au capital de Kea, et je crois qu'on est la première société sur laquelle j'ai des green bonds qui sont assujettis à mes objectifs de mission. Voilà, donc en tout cas, ce modèle existe. Je pense que c'était une innovation pour eux comme pour nous. Donc on découvre un peu, mais ceci étant dit, ils l'ont fait, ils ont eu la gentillesse de rentrer dans cette logique-là. Donc voilà, en tout cas, c'est lié à la mission et c'est une forme d'innovation. Alors c'est pas européen, pour l'instant c'est français. Merci beaucoup. Ça me fait la transition parfaite avec la deuxième séquence de cette deuxième séquence. Je vous laisse applaudir tous nos intervenants et Thierry qui s'est rassis.